il y a des gens qui en avaient déjà réservé. Si vous en voulez, vous me le mentionnez. Il y a 3 documents. Il y en a un, c'est l'histoire de l'ordre de Jacques Cartier. C'est un document de 120 pages, des documents relativement rares. Il y en a un autre, c'est sur un regard sur les chevaliers de colon, mais un regard nationaliste et critique sur les chevaliers de colon. Et le troisième, c'est sur la franc-maçonnerie au Québec, c'est-à-dire tous les documents autour de J.Z. Léon Patnaud, qui a fondé une loge francophone ici à Montréal. Ce qu'il y a d'intéressant dans le document, c'est que pour la première fois, on va y revenir lors de conférences ultérieures, mais pour la première fois, vous avez les signatures avec les 3 points. Là, vous savez, bonjour, M. Paul-André. Avec les 3 points qui sont la preuve, si on veut, de l'authenticité maçonnique de quelqu'un. Il y a le grand maître de la loge du Grand Orient de France qui écrit à M. Patnaud. Il sera reçu par Jean Drapeau. On y reviendra, ce qui est assez exceptionnel quand on connaît le parcours de Jean Drapeau. Mais en tout cas, vous avez là des documents intéressants. Si vous les voulez, il y en a un qui est 5 $, les autres sont 2 $. Donc c'est sur l'ordre de Jacques Cartier, regard critique sur les chevaliers de colon. Ceux qui ont déjà fait des arrangements avec moi, vous les prendrez, il y en a pour vous. Oui, et l'autre, c'est sur les francs-maçons. Comment? Oui, il est mort, M. Patnaud. Oui, il était président longtemps du Conseil du Livre. Il était venu me rencontrer, moi, quand j'étais président de la Saint-Jean-Baptiste. Oui. D'ailleurs, c'était un de ceux qui a permis à Jean Drapeau de se faire élire à la présidence au début du temps de la Ligue d'Achille civique, et ainsi de suite. Tout à fait. Puis il y a toujours, naturellement, il y a des gens qui en ont demandé, je vous le signale, ça c'est à 2 $, c'est la Confédération de 1867, mais d'un point de vue indépendantiste. C'est un texte d'une 40aine de pages où je raconte comment est-ce que, dans un point de vue indépendantiste, la Confédération nous a été imposée. Le reste, il y a aussi des petits volumes à bas prix, là, c'est moins que la moitié prix. Et oui, tout à fait. Avant de commencer, on pourrait faire une félicitation à tout à fait. On a ici le président de la section Chevalier de Maisonneuve, bonsoir Sylvie, qui a été l'initiateur de la cérémonie que nous avons eue à Chapelle du Sacré-Cœur de la Basilique Notre-Dame samedi, et qui par la suite a monté avec une croix jusqu'au sommet du Mont-Royal pour rappeler la plantation de la croix. Vous savez que c'est la Saint-Jean-Baptiste qui en 1924 avait installé celle qui est sur le Mont-Royal. Donc il est ici, M. Bombardier, derrière nous. Je vous invite à le féliciter. Je signale également, j'ai mon bulletin de mise en candidature à la présidence de la Société. S'il y a des gens qui sont membres de la Saint-Baptiste parmi vous, j'ai besoin de la signature d'un certain nombre. Ça n'oblige pas les gens à voter pour moi. Oui, c'est pour me permettre d'être candidat. Ça m'en prend une dizaine, mais je vais en recueillir le plus possible. Oui, il faut que ça change. On va la faire circuler, des gens qui disent. Elle est où, là, actuellement? Donc, nous initions ce soir la 7e série de conférences. Il y a des gens qui sont ici depuis le début. Et cette session-ci, j'ai voulu la consacrer à la langue française. Donc, tous les lundis soirs, nous nous rencontrerons ici pour étudier quelques thèmes que vous pouvez retrouver sur une feuille. Je remercie André Lepage et Raymond Sabourin de nous avoir permis. Vous avez ici les thèmes. Ce soir, c'est la langue française, une caractéristique définissante. La semaine prochaine, c'est la langue et la Saint-Jean-Baptiste, une histoire 3 fois séculaire de fidélité. Ensuite, l'unification linguistique au Québec qui s'est faite 2 siècles avant la France. Je vais revenir là-dessus. Le docteur Lorrain et la loi 101, un avant-goût du Québec français. Le droit de vivre en français au Québec est un droit universel. Les lois 101 du monde, le cas de la Hollande et quelques autres pays. De l'humiliation linguistique ou du quotidien montréalais. De la Belgique ou d'un pays qui s'évapore sur une base linguistique. La louisianisation du Québec est-elle une chimère? En quoi l'indépendance est-elle la seule solution qui s'impose? Le discours d'Henri Bourassa à Notre-Dame en 1910, une histoire de l'assimilation au Canada français, portrait des grandes familles linguistiques du monde, 2 fois,
Ensuite, la place du français dans le combat québécois au 18e siècle. Le français dans le combat québécois au 19e siècle avec Hector Fabre. La place du français dans le combat québécois au 20e siècle. Trudeau et la loi 101, l'histoire d'un massacre. Francophobie au Canada anglais, les lois scélérates. Congé, la fête des patriotes. La francophobie canadienne ou sur une constante de l'histoire. Les partis politiques et la question du français. Comment Ottawa anglicise le Québec. La place du français dans le nationalisme canadien-français. Et la dernière, le 25 juin, leçon de l'histoire, sans l'indépendance, pas de loi 101 possible. Donc c'est un peu l'ensemble de ce que nous allons regarder pendant ces quelques mois que nous entamons ce soir. Peut-être, oui. Bien sûr. Cette feuille-là peut être téléchargée sur le site internet le 24juin.qc.ca. Ah, très bien. Le 24juin.qc.ca, ou si jamais on a d'autres détails à vous donner, on les donnera à ce moment-là. Bonsoir et bienvenue. Merci bien, André. Donc, ce soir, j'ai voulu intituler notre première rencontre, et les rencontres sont toujours de la même façon. Là, on va aller jusqu'à 8 heures, on va arrêter à 8 heures une dizaine de minutes, on reprend vers 8h10 jusqu'à 9h moins 20, et à 9h moins 20, 9h moins quart, tout est terminé. On procède toujours de la même façon, les gens qui partent de loin, et ainsi de suite. Il ne faut pas être trop long. Nos professeurs d'université nous apprenaient que lorsque notre postérieur ne peut plus en endurer, la tête non plus. Donc je pense que c'était d'une sagesse excellente. Donc, la langue française et le Québec, une caractéristique définissante. J'ai choisi cette expression de caractéristique définissante, je l'ai empruntée à Jean-Paul Sartre, qui est vous savez, un grand philosophe, avec lequel on n'est pas obligé d'être d'accord toujours, mais qui a quand même apporté ce concept de caractéristique définissante, c'est-à-dire que la langue française, ça définit le Québec. Et ça définit le Québec depuis longtemps. Je vais tenter de vous proposer une approche qu'on n'a pas entendue souvent. C'est-à-dire, bien sûr, nous sommes francophones, nous luttons pour la langue française et ainsi de suite, et c'est très bien. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est que le Québec a été fondé comme ça. C'est une caractéristique définissante depuis toujours. C'est depuis le 17e siècle qu'il en est ainsi. Lorsque les premiers colons, je dis nos ancêtres, mais ça peut être les ancêtres, il y en a parmi nous qui ont des origines irlandaises, italiennes, amérindiennes, bretonnes, donc mais je dis ça un peu dans l'ensemble. Disons nos ancêtres, les pionniers qu'on appelle, qui sont venus de France, et la plupart et qui sont installés ici, provenaient de plusieurs provinces de France. Et ce qu'il faut savoir, et cela a été très peu souligné dans notre histoire, sinon par Michel Brunet, à ma connaissance, on le corrigera. Ces gens-là, qui venaient de diverses provinces de France, ne parlaient pas tous le français. D'ailleurs, la plupart ne le parlaient pas. La plupart l'ignoraient. Le français était, en France, au XVIIe siècle, un peu comme le latin, que les plus âgés d'entre nous vont se souvenir. C'est-à-dire que c'était la langue de la justice, c'était la langue des officiers militaires, c'était la langue du roi. En réalité, c'était la langue parlée dans l'île de France. La France, en France, il y avait 300-400 patois. On appelait ça des patois, des dialectes, mais en sociolinguistique, on ne fait pas de distinction entre les idiomes, c'est-à-dire que ce soit une langue dans laquelle il y a 50 000 mots ou une autre dans laquelle il y en a 800, ce n'est pas le nombre de mots qui définit une langue. Qu'est-ce que c'est une langue? Une langue, c'est du son qui est porteur de sens. Donc on fait du bruit, mais ce n'est pas juste un bruit, c'est un bruit qui veut dire quelque chose. Comme les chats d'ailleurs, on pourrait revenir. Les animaux entre eux font un son qui veut dire quelque chose qui pour nous, je ne sais pas si moi j'ai un chat, mais en tout cas, c'est des gens qui connaissent les animaux. Moi je sais très bien quand mon chat c'est de l'eau qu'il veut, ou s'il vient de souiller sa litière, ou s'il veut aller à l'extérieur. Lorsqu'on devient attentif, on va remarquer que les sons ne sont pas toujours les mêmes. En ce qui concerne le langage humain, ce qu'il y a de particulier, c'est que ce son porteur de sens, comment dirais-je, c'est quelque chose qui précède l'individu et qui lui survit.
Quand je dis qu'il précède l'individu, je veux dire, lorsque je suis né, moi, la langue française était déjà là. Donc, c'est la communauté qui me l'a inculqué. Ce sont mes parents, l'entourage, et ainsi de suite. Donc, c'est la communauté, le groupe, qui transmet à l'individu de force. Rappelez-vous, papa, maman, j'aime, bonbon. Tant et aussi longtemps qu'on ne l'avait pas appris comme il faut, on faisait en sorte de nous le faire comprendre. Donc, on ne peut pas parler de liberté avec la langue. C'est quelque chose qui est très contraignant. Donc, la langue précède l'individu et elle lui survit. Quand je mourrai, moi, la langue française va continuer d'exister. Donc, quand les pionniers arrivent en Nouvelle-France et qu'ils s'installent à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, un peu partout, ils sont porteurs de leur propre patois. Donc, imaginez-vous un pays comme le Québec, à ce moment-là, où ils sont 10 000 à peu près qui sont venus, et qui parlent des patois très différents les uns des autres. Les gens qui viennent des provinces flamandes du nord de la France, c'est le hollandais qui était leur langue. Ce qu'on appelle le hollandais aujourd'hui, ce qu'on appelle le flamand, ce qu'on appelle le néerlandais, mais à Roubaix, les villes du nord de la France, à Roubaix, on parlait hollandais. Le français, tel que nous le connaissons, pas tellement aujourd'hui parce qu'il a beaucoup changé, mais le français du roi Louis XIV, le français de nos ancêtres, le roi c'est moi, eh bien, le moi, le fameux moi qu'on a conservé longtemps ici, eh bien, ça c'était le patois d'une région bien précise de France qu'on appelle l'Île-de-France, c'est-à-dire Paris et son entourage immédiat. Avec François Ier, les rois ont commencé à dire on va implanter le français. Mais ça va prendre du temps. Les scientifiques nous disent que la France a parlé français seulement en 1918. Ça a repris la Grande Guerre de 14-18, avec, là, il y a une grande mobilisation, tout le monde a dû s'enrôler, et ainsi de suite. Et là, on a vraiment implanté le français. Moi, je suis même plus sévère que ces scientifiques-là. Je prétends que c'est le cinéma et la télévision qui a vraiment généralisé le français. Mais moi, je peux vous dire qu'en 1973-74, alors que j'étais étudiant à Paris, j'étais allé visiter un peu différentes provinces de France, eh bien, à ce moment-là, dans les années 70, il était très, très commun, lorsqu'on allait en province, d'entendre d'autres langages que le français. Moi, j'avais des camarades de classe à l'université à Sorbonne qui, avec leurs grands-parents, parlaient patois. Donc, reculer 2 siècles en arrière. Donc, quand nos ancêtres arrivent ici, ils ne parlent pas français, sauf les filles du roi, sauf Marguerite Bourgeois, Maisonneuve, la noblesse, les militaires, l'intendant et toute la machinerie. Eux ont appris le français parce que c'est la langue des études. Mais la masse du peuple ne parlait pas français. Donc, dès le XVIIe siècle, 3 siècles avant la France, en réalité, si on calcule 17, 18, 19, 20, 3 siècles avant la France, grâce aux écoles, on va ici imposer le français. Donc, quand on parle de l'attachement des Québécois à leur langue, c'est un attachement qui est très ancien, très profond, et qui a été incarné dans des structures. Quand Marguerite Bourgeois fonde ses écoles, puis quand les premiers frères arriveront par la suite, et lorsqu'ils dispensent le français, c'est toute une révolution. La France n'aura pas réussi ça. Lors de la Révolution française, en 1789, dans les années qui ont suivi, il y a un des révolutionnaires qui s'appelle l'abbé Grégoire, qui a fait la première enquête socio-linguistique du monde. Il fait une enquête sur le langage en France. Et sa conclusion qu'il donne au Parlement, à l'Assemblée nationale, il dit, mes camarades, la France ne parle pas français. Et nous sommes en 1790, et nous, ici, en 1790, tout le monde parle français. Depuis plus d'1 siècle. Donc, quand je parle d'une caractéristique définissante, ce que je veux dire, c'est que le Québec, dès qu'il existe, a un rapport intime avec la langue française. Bien avant la France. Et même la France commence à découvrir ça. Ils ne le savaient pas auparavant. Donc, dès le début de la colonie, le français devient la langue d'usage, devient la langue commune. Vous comprendrez comme moi, comme on peut le constater avec les immigrants d'aujourd'hui, que ça prend quelques générations avant que la langue s'installe, se répande, devienne familière et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai travaillé longtemps, moi. J'ai été secrétaire du ministre Jacques Couture, 4 ans en immigration. On apprend là très rapidement que la première génération, ceux qui arrivent, est une génération sacrifiée en fait. Hein? C'est une génération on devra attendre les enfants qui vont fréquenter l'école pour vraiment, là, on peut dire, s'intégrer et s'assimiler. Oui, Gérard, rapidement, parce qu'on a peu de temps. Quand on va dans la vie, on a un compte de français,
Oui, M. Angers a beaucoup étudié ça. On va en parler longtemps, tu as raison de le dire. Donc, dès le 17e siècle, cela va aller en s'amplifiant. Quand je dis une caractéristique définissante, d'abord, le début de la colonie. C'est-à-dire que, vous savez que la Nouvelle-France, qui était une possession royale, va devenir l'équivalent d'une province avec les années, avec son intendant, son gouverneur et ainsi de suite. Et là, le français va aller en s'installant davantage. Il y a les batailles avec les Anglais et ainsi de suite. Sautons au 18e siècle. Donc au 17e, le français s'installe. Au début du 18e, de 1700 à 1750, ça devient la langue généralisée. Les enfants qui vont à l'école, parce que, vous savez, il y avait beaucoup d'écoles ici, plus qu'en France. Souvent, on ignore ça. On a tellement été colonisés, on s'est tellement fait dire qu'on était arriérés et qu'on était incapable à toutes sortes de domaines. Eh bien, l'éducation ici se portait très bien. Elle s'est portée mieux qu'en France pendant des siècles. La France devrait attendre la Révolution tranquille, la Révolution française, il y a une bonne partie du 19e siècle avant vraiment de s'installer, et ce ne sera vraiment qu'au début du 20e. Eh bien ici, on peut dire qu'il y a eu, dès les débuts de la colonie, là, je pense à Frédéric Bourgeois, on pourrait penser à beaucoup d'autres, il y a eu une préoccupation au niveau de l'enseignement, au niveau des écoles, c'était rudimentaire bien sûr, mais c'était fait très sérieusement. Quand arrive la session, ceux qui viennent souvent à mes rencontres savent que je ne parle jamais de conquête. Nous n'avons jamais été conquis. Quand vous entendez même nos chefs politiques, vous les entendez dire le mot conquête, levez-vous et dites-leur qu'ils ont menti. Nous n'avons jamais été conquis. Quand cesserons-nous d'utiliser les mots comment dirais-je, du maître? Quand cesserons-nous d'utiliser le vocabulaire et les concepts de nos adversaires? Il n'y a jamais eu de conquête militaire ici. Il y a eu la défaite des plaines d'Abraham. Ça n'a pas été la dernière bataille. Il y en a eu d'autres. Rappelez-vous celle de Lévis, et ainsi de suite. Ce n'est pas une conquête. C'est une cession. C'est-à-dire qu'en 1760, nous avons été cédés. La France a cédé la Nouvelle-France à l'Angleterre. Donc, ne parlons plus de conquête, bannissons. C'est comme quand j'entends même des autorités, les gens que nous connaissons bien, vont parler des rebelles de 1837. Ce n'étaient pas des rebelles. Voyons donc, cessons de prendre le mot du maître, cessons de répéter l'histoire que celui qu'on appelle le conquérant, entre guillemets, nous a imposé. Ils se sont soulevés, c'était des révolutionnaires, c'était des indépendantistes, ils se sont soulevés, mais ce n'étaient pas des rebelles, ce n'étaient pas des bandits, ces gens-là. Donc, le vocabulaire, c'est très important. Mais quand va arriver la cession, c'est-à-dire en 1760, 1763, quand nous passerons de la France à l'Angleterre, cette caractéristique définissante qui fait du français la langue du Québec va davantage se préciser. Un des premiers gestes de contestation de nos ancêtres, dès 1765, autour d'un monsieur qu'on appelle de Lobinière, dont un comté porte son nom. Ils ont fait une pétition qu'ils envoient au roi Georges III, celui qui était fou, là. Bon, il envoie une lettre au roi Georges III dans laquelle on lui dit, écoutez, Majesté, si vous voulez qu'on vous obéisse, arrangez-vous pour qu'on vous comprenne. Donc, les lois que vous nous imposez, qu'elles soient faites en français, qui est notre langue. C'est pourquoi, après la session de 1760-1770, ce sont des années où les Américains se préparent à faire la Révolution, où les Américains se préparent à faire l'indépendance de leur pays. Puis à ce moment-là, l'Angleterre va s'inquiéter grandement. Parce que Benjamin Franklin, entre autres, par exemple, va venir ici, va venir à Montréal, va venir à Québec, il va venir à Saint-Constant, dans la prairie. Et l'ambassadeur de France aux États-Unis va également venir. On va demander aux Canadiens français de se joindre aux Américains pour se libérer de l'Angleterre. L'Angleterre, craignant cela, va reconnaître des droits aux Canadiens. Parce que les Canadiens, c'est nous. Le Canada, c'est le rétrécissement du fleuve entre Québec et Trois-Rivières, Montréal. Ensuite, ça s'est développé. Mais le Canada, c'est ça, le Canada. Pour ça que, et même la feuille d'érable, Papineau, les patriotes de 37-38 sont morts de la feuille d'érable à la main. Le Haut-Canada, quand le juge routier va en écrire les paroles, et que c'est mon arrière-grand-oncle, président fondateur de la Saint-Jean-Baptiste de Québec, qui va le faire chanter au Canada pour la première fois en 1880, quand dans le Haut-Canada, on dit près du fleuve géant, c'est pas du mécanisé dont il est question, c'est du Saint-Laurent. Donc le Canada, c'est nous. Les vrais Canadiens, c'est nous. Nous avons
tout laisser partir. D'ailleurs, en 1980, Trudeau avait bien compris ça. Toute la campagne, le premier référendum qu'on a connu, toute la campagne qui était faite en disant on ne peut pas dire non au Canada. Aujourd'hui, nous nous sentons plus québécois. Mais lorsque j'étais président de la Saint-Baptiste, dans les années 80, on a fait faire un sondage. Ça avait coûté 20 000 $ à l'époque, qui était beaucoup d'argent. Mais un gros sondage auprès de 10 000 personnes. 70 % des francophones du Québec se définissaient comme Canadiens français plutôt que comme Québécois. Aujourd'hui, ce chiffre-là a évolué. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas contraindre un peuple à rompre avec son passé comme ça, aussi facilement. Et peut-être que dans les années 60-70, nous sommes allés un peu rapidement en nous disant, écoutez, moi je viens de Verdun, puis on demeurait sur la rue Argyle. J'ai été élevé, ma mère disait, sur la rue Argyle, il y a 2 familles canadiennes. Mon oncle puis nous autres. Les autres, c'est des Anglais. Quand ma mère disait Canadien, moi, dans sa tête, c'était l'équivalent de Québécois aujourd'hui, si vous voulez. Donc, certains parmi vous vont se souvenir de cette époque-là. Donc, l'Angleterre craint que les Canadiens, donc, on va entendre les Québécois, craint que les Canadiens se joignent aux Américains. Et là, ils vont reconnaître des caractéristiques. Ce sera l'acte de Québec de 1774, que M. Anger et les nationalistes considèrent comme l'acte fondateur des droits du français au Québec. Même si Ottawa voulait abolir ça, ils ne peuvent pas le faire. Parce que c'est non seulement, c'est pas une loi d'Ottawa, c'est une loi du Parlement de Londres qui reconnaît ici une population de langue et de culture française. Et cette population de langue et de culture française, Londres lui reconnaît le droit de vivre dans sa langue, d'avoir ses propres lois, c'est pourquoi nous avons encore le Code civil qui nous distingue du common law des autres provinces, et sa culture, et sa religion. La religion, c'est important. Vous savez, lorsqu'on entend souvent, là, qu'il y a eu une grande bataille où on dit que les Juifs n'avaient pas le droit d'être députés au Parlement, et ce sont les patriotes qui, les premiers, leur ont reconnu ce droit. Il ne faut pas oublier, parce qu'on disait qu'en Angleterre, les Juifs n'avaient pas ce droit-là. Les catholiques non plus. Aller à la messe était punissable de la peine de mort, jusqu'au milieu des années 1800. Donc c'était une très grosse exception qu'on a fait pour le Québec. Quand en 1774, Londres reconnaît au Québec le droit d'être ce qu'il est, avec une reconnaissance juridique spécifique pour sa langue, c'est un phénomène sans précédent. Donc quand je dis la langue française et le Québec, une caractéristique définissante, je parle d'abord des premiers qui sont venus et à qui on a imposé le français pour que ça devienne la langue commune, et je parle par la suite de cette loi du Parlement de Londres, de l'Acte du Québec, qui dès 1774 reconnaît le peuple du Québec comme peuple. On n'a pas besoin de faire connaissance avec la motion sur la nation québécoise, c'est très bien, on n'a pas besoin de faire connaissance avec ça. Nous existons aux yeux de la communauté internationale depuis le 18e siècle. Le traité d'Utrecht, le traité de Paris, le traité de Versailles, le traité de Ryswick, tous ces traités-là reconnaissent l'existence ici d'un peuple de langue française de culture catholique et le reconnaissent comme tel. Et vous savez, ces traités-là, 2 choses importantes à retenir. D'abord, ils font partie du droit international. Un Québec souverain pourra devant l'ONU ou devant le tribunal de La Haye à Den Haag en Hollande, n'importe quand, tribunal international des peuples, faire reconnaître ça. Ça fait partie du droit international et ça fait partie de la Constitution canadienne. Parce que la Constitution de 1982 ou de 1867 ne change rien à cette réalité qui fait qu'en 1774, le Parlement de Londres reconnaît aux gens du Québec des caractéristiques nationales particulières. Donc, c'est pour ça que les anciens nationalistes, on se souviendra, jusqu'à ce que Trudeau rapatrie la Constitution. Les anciens nationalistes, j'ai entendu M. Anger, moi, 100 fois, à la Saint-Jean-Baptiste et à l'Action nationale, nous dire c'est Londres qui est notre protecteur, beaucoup plus qu'Ottawa. Ottawa va tout faire pour nous nuire, alors qu'à Londres, nous avons des alliés. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, quelqu'un me suggérait ça il y a quelques semaines, mais effectivement, quand on va à la Chambre des Lords, Lord Brougham, par exemple, Brougham, eh bien, ce sont des chefs politiques anglais qui ont toujours pris fait et cause pour le fait français ici. Donc, les anciens nationalistes étaient très attachés à ce lien avec l'Angleterre. Ils ne voulaient en aucune façon que les pouvoirs constitutionnels
passe de l'Angleterre pour être transmis à Ottawa, comme Trudeau l'a fait. M. Anger s'est battu comme ça, comme un animal. En ce sens, il a dit, Londres nous protège mieux qu'Ottawa. Nous perdions des causes dans les tribunaux canadiens que nous gagnions rendus au conseil privé à Londres. Parce que Londres était plus respectueux de sa signature, si on peut dire, qu'Ottawa ne l'a été. Parce qu'ici, vous savez, il y a eu une succession de régimes constitutionnels. Vous parlez tout à l'heure, bon, lors de la session de 1760, il y a une proclamation royale, puis il y a un régime militaire qui s'installe, et ainsi de suite. Après ça, l'acte de Québec, dont je vous ai parlé en 1774. Et quand les Américains, non contents de l'indépendance, vont fuir les États-Unis pour s'en venir ici, c'est là que se fondera, avec l'acte constitutionnel de 1791, le Haut et le Bas-Canada. Le Bas-Canada, c'est nous, c'est la province de Québec. Le Haut-Canada, c'est ce qui deviendra l'Ontario. Et bien là, il y a un autre ordre constitutionnel qui est là. Et c'est à ce moment-là, comment dirais-je, nous étions beaucoup plus nombreux que ne l'était l'Ontario. Les loyalistes vont arriver et vont peupler l'Ontario et ainsi de suite. Et le soulèvement des patriotes, c'est face à cet ordre constitutionnel-là, où il y avait un gouverneur qui menait tout. On avait un parlement de patriotes avec Papineau et ses hommes qui étaient très majoritaires, 95% de la population votait pour eux, mais le gouverneur mettait toujours son veto et empêchait les lois. Et il y a eu le soulèvement de 37, 38, je passe par-dessus. Et là, on nous a imposé, suite à ce que Lord Durham m'aura suggéré, un autre ordre constitutionnel qui est l'acte d'union. 1840, on prend le Haut et le Bas-Canada, puis on les fond ensemble. C'est ce que Maurice Séguin, le grand historien, parle toujours de l'annexion. Ça aussi, l'annexion, c'est un terme important à utiliser le jour où le Québec voudra devenir souverain. Nous avons été annexés. C'est-à-dire qu'on a pris notre territoire, qu'on l'a fondu à un autre, de force. Nous étions plus nombreux. Et pourtant, dans le Parlement, le nouveau Parlement qui est sorti de l'acte d'union, on avait le même nombre de députés qu'il y en avait en Ontario. Et nous étions plus nombreux. Et, autre détail important sur lequel je reviens souvent, nous avions un surplus budgétaire. Et l'Ontario avait une dette. C'est nous qui avons payé la dette. C'est l'équivalent aujourd'hui de dizaines de milliards de dollars qui est à nous. Donc, ils ont pris le surplus de l'argent du Bas-Canada, puis ils s'en sont servis pour éponger la dette du Haut-Canada. Et là, comme je vous dis, nous étions plus nombreux, puis eux étaient moins nombreux par le fait. Lorsqu'en favorisant l'immigration anglaise, l'Ontario est devenue plus populeuse que le Québec, à ce moment-là, Londres et les Anglais se sont mis à dire, ben là, étant donné que l'Ontario est plus nombreux que le Bas-Canada, il faudrait changer de régime pour donner plus de députés là-bas. Le contraire de ce qui nous avait été dit 25 ans auparavant. Puis après ça c'est l'acte de Confédération de 1867, auquel succédera par la suite Trudeau, 125 ans plus tard, avec son Canada Bill. Ce que je veux dire, c'est que ces ordres constitutionnels différents n'ont jamais pu empêcher la caractéristique qui fait que le Québec est une société de langue et de culture française. C'est pour ça que je parle de caractéristiques définissantes. Vous savez que même d'un point de vue politique, tous les sondages, et s'il y en a un qui connaît les sondages, là, s'il y en a un qui connaît la population du Québec actuellement, c'est Stéphane Dion. C'est la personne au Canada et au Québec qui connaît le mieux le fond de l'âme des Québécois. Il a fait faire des milliers de sondages par le Conseil pour l'unité canadienne. Des milliers de sondages, très scientifiques, où nous avons été examinés sur toutes les coutures. Nous sommes le peuple le plus radiographié du monde. Lui sait très bien quel mot employer et sait très bien ce à quoi les Québécois sont attachés, ce à quoi ils tiennent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, et ça je le signale parce que c'est très important que quand j'ai entendu nos chefs politiques applaudir à l'élection de Stéphane Dion, je n'ai pas applaudi, moi. Cet homme-là est plus dangereux que Pierre Elliott Trudeau. La loi sur la clarté qu'il a fait voter en réaction au référendum de 95 qui nous a été volé, mon livre sort le 15 janvier, là-dessus d'ailleurs vous allez en entendre parler, là. Ça va être la plus grosse publicité de Québécois à compter du 15 janvier, on va organiser un lancement auquel vous serez tous invités, mais lorsqu'on nous a volé le référendum, parce que c'est un vol, n'oubliez pas, là, on ne le répétera jamais assez, moi c'est pas le vol de 95 qui m'insurge, c'est notre réaction,
c'est notre silence, c'est notre béatitude devant ça. On n'a rien fait, personne. Puis je ne blâme pas nos chefs. Nous sommes infiltrés jusqu'à l'os. Ceux qui viennent ici souvent m'ont entendu plusieurs fois le répéter. Claude Morin, c'est de la petite bière à comparer à l'infiltration qui est là maintenant et qui est là depuis toujours. Comment se fait-il que Jacques Parizeau n'a pas su qu'on a eu 217 000 fausses inscriptions sur la liste électorale de 1995, alors que plusieurs parmi vous font de la politique depuis longtemps? Dans tous les comtés, quand on fait du recensement, on vote porte en porte. Là. On est deux. Pour le référendum de 95, il y avait un fédéraliste, il y avait un souverainiste. Ça veut dire que la liste électorale est constituée de nous deux. Puis lorsqu'on est recenseur, je l'ai été depuis que j'ai le droit de l'être, on fait rapport au DOC, au directeur de l'organisation de comté, dans lequel on dit, bon, mais sur telle liste électorale, on avait 308 électeurs en septembre 94. Il y en avait eu un recensement avant l'élection de 94, fait par Bourassa, Parizeau est élu. Donc on arrive avec on en fait un autre en 95, 11 mois après. Puis là, une liste électorale, on en avait 300, on est rendu à 575. Il faut faire le rapport de ça. Il y en a eu 217 000 comme ça à la grandeur du Québec. 16 000 juste dans Westmount. 8 000 dans Laurier-Dorion. 500 dans Maisonneuve. 400 dans Québec. 6 000 dans Jacques-Cartier. Marquez les comtés auxquels je fais référence. Comment se fait-il qu'à la haute direction du oui, il y a quelqu'un qui n'a pas transmis cette information à M. Parizeau? M. Parizeau, je lui ai dit personnellement d'ailleurs, s'il avait su ça, il n'aurait pas démissionné. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas su? Comment ça se fait qu'il ne savait pas qu'il y avait 6% de noms qui étaient des faux noms? Je parle NON, là. De faux noms. Le 30 octobre 1995, le oui a gagné par 55-56%. Je n'ai jamais cru, moi, ce qu'on nous a dit que 94% de la population avait voté. C'est pas vrai, ça se peut pas. J'en ai fait des élections, mais 94, c'est 9 potes, 4 sur 10 potes. Les faites des potes dans ma vie, moi. C'est impossible. C'est impossible. De toutes les manières possibles et imaginables. Donc, il y a une information qui n'a pas été transmise. Face au vol de 1995, ce qui m'a le plus insurgé, ce n'est pas seulement le vol lui-même qui en soi est quelque chose d'épouvantable. Rappelez-vous, c'était déclaré même devant Gomery. Et personne n'en a parlé depuis. Personne. Moi, j'ai déposé un mémoire à l'ONU en l'an 2000. François Saint-Louis me corrigera. En novembre 96, je disais déjà partout qu'on venait de se faire voler. Avec des chiffres. Dans des réunions du mouvement souverainiste du Québec, j'avais découvert, pas parce que je suis plus fin qu'un autre, je me suis toujours préoccupé, j'ai demandé, moi, dès le 15 décembre 1995, je voulais avoir des rapports complets, comté par comté, bureau de scrutin par bureau de scrutin, parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens. Monsieur Pierre-F. Côté, qui était directeur général des élections, a fait faire une étude particulière. Il a découvert 217 000 personnes qui étaient sur la liste et qui ont voté et qui n'existaient pas. C'est lui, là, c'est pas moi. 217 000, c'est 5%. Ces 217 000 personnes-là, M. Côté a tenté de les retracer avec la liste de l'impôt, avec la liste de l'assurance automobile, puis il y en a un autre, là, avec la liste, il m'en manque une. Assurance maladie, voilà. Avec ces trois listes-là, une fois qu'il a retrouvé tout le monde, il y en a 217 000 qui n'ont jamais retracé, qu'ils n'ont jamais retrouvé. Oui, Paul-André. Est-ce que le rapport dont tu parles de M. Côté est un rapport disponible, public pour suivre? Il est disparu maintenant. J'ai quelqu'un qui m'a parlé sur Internet, qui a fait des démarches pour la loi d'information, et on dit qu'on ne le trouve pas. Mais moi, j'ai la source. C'est un article qui a paru dans le journal Le Droit, les bons pères Zougla d'Ottawa, autrefois, dans le journal Le Droit, et M. Pierre-F. Côté dit lui-même dans le 3e tome de la biographie de Jacques Parizeau, si vous voyez le 3e tome, M. Pierre-F. Côté dit « Je comprends maintenant ce que les souverainistes veulent dire lorsqu'ils disent qu'ils se sont fait voler en 1995. » C'est un vol véritable. Mais est-ce que Pierre-F. Côté confirme l'existence de ça? C'est des chiffres qui viennent de lui.
Sauf qu'il n'est plus là, mais le bureau du DGE dit qu'on n'a pas trace de cette étude-là. Mais c'est lui qui l'a fait et ça a apparu dans les journaux. Non, il n'est pas mort, mais il n'est plus là. Il peut pas. Peut-être. Il faudrait poser la question. Honnêtement, là, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu. Mais cette étude-là, elle est là. Et l'autre chose qui est prouvée, c'est la liste électorale. On sait, par exemple, que dans Westmont, il y a eu 16 000 nouveaux électeurs. Ce qui est tout à fait impossible. Moi, j'ai fait étude, comté par comté, grâce à un allié à la Ville de Montréal, de savoir si ça se pouvait, de telles augmentations de population. Et on se rend compte que entre 1989 et 1994, il y a 5 ans, là, entre ces 5 années-là, il y a une augmentation dans Westmont, disons, de 1000 électeurs. 5 ans. Entre septembre 1994 et septembre 1995, 16 000. Donc, ça n'a aucun sens. Ça, c'est des chiffres qui sont là et qui sont indiscutables. Ce qu'il y a de plus troublant, je vous le répète, c'est pas le vol lui-même. C'est le silence de nos chefs. De nos chefs. Je ne blâme pas nos chefs. Je blâme les conseillers autour. C'est-à-dire que parmi l'intelligentsia, parmi la nomenclature, appelons-la ainsi, il y a des gens qui ne sont pas avec nous et qui n'ont pas transmis cette information au Premier ministre. Donc, cette succession d'ordres constitutionnels n'a jamais pu entacher cette caractéristique définissante qui fait que le Québec, ce qui le caractérise, ce qui le définit, plusieurs de ça, j'ai vécu en Hollande de nombreuses années, mais vous avez pu vérifier ça partout ailleurs dans le monde. Lorsqu'on parle du Québec à l'étranger, excepté en France, parce que le lien est très près, c'est presque un lien culturel, c'est un lien culturel, mais dans des pays qui appartiennent à d'autres régions linguistiques que nous, lorsqu'ils parlent du Québec, ils vont parler de la province française du Canada. Puis Ottawa même est obligé de parler comme ça lorsqu'il parle de nous. Donc ce qui définit le Québec, c'est sa langue. Donc c'est une caractéristique définissante, c'est-à-dire que être québécois, c'est, en principe tout au moins, même si on accueille tout le monde et ainsi de suite, c'est très bien, mais être québécois, comme les Italiens accueillent tout le monde, ça n'empêche pas que l'italien est la langue de l'Italie. C'est pas l'italien, en fait, c'est le toscan. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous dis que le français que nous parlons, qui est le parisien, en fait, qui est la langue de l'île de France, qui deviendra le français avec les années, eh bien, ça s'est produit comme ça, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays d'Europe. En Italie, c'est pas l'italien, on appelle ça l'italien, mais c'est pas l'italien, c'est le toscan. Puis lorsque je vous disais tout à l'heure qu'en France, il y avait 300 patois, ben c'est la même chose en Italie. Si vous rencontrez des gens, il y a beaucoup d'Italiens à Montréal, vous rencontrez des gens, on a beaucoup qui viennent du Sud, vous rencontrez des gens de la région de Naples ou de la Sicile, ils ne parlent pas du tout le même langage qu'à Rome. D'ailleurs, généralement, les gens du Nord vont même tout de suite vous dire qu'ils ne sont pas du Sud. Puis ils vont vous dire, moi, mon nom ne finit pas en O. Ils vont tous vous dire ça. Mon nom finit en I, mon nom ne finit pas en O. Les noms qui finissent en O, c'est des pays du Sud, les pays pauvres de l'Italie, diront-ils. Ça a été la même chose en Espagne. En Espagne, quand on dit il parle l'espagnol, c'est pas l'espagnol qui parle, c'est le castillan. C'est donc, il y a toujours une langue, une région qui impose sa langue et qui vient à pénétrer tous les courants politiques et ainsi de suite pour faire en sorte que l'ensemble du pays va adapter sa langue. Souvent, c'est un roi qui va le faire et avec les générations, on va finir par l'imposer. Mais ce qui est arrivé aux Français, et c'est la même chose avec ce qu'on appelle le flamand, le hollandais, le néerlandais, si vous voulez. On appelle ça le hollandais, mais c'est pas le hollandais, c'est vraiment le flamand. C'est-à-dire, ça se parle en Belgique, ça se parle en Hollande, ça se parle en Afrique du Sud. Et ça se parle dans le nord de la France, encore aujourd'hui. Dans le nord de la France, à Roubaix, il y a une université où il y a 200 000 jeunes qui étudient en hollandais. Parce que le hollandais est considéré comme une des langues régionales de France. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, c'était leur langue. Comme le hollandais, ce n'est pas de l'allemand. Juste pour bien nous comprendre, le hollandais est à l'allemand ce que le portugais est à l'espagnol. Oui, c'est différent. Donc les langues, vous savez, c'est un rapport intime que les populations établissent avec ce code qui leur est transmis, comme je vous l'ai dit, par la communauté vers l'individu, mais sur lequel on n'a pas grand-chose à dire. Je le répète, parler de liberté et parler de langue, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Je n'ai pas choisi ma langue.
Et même aujourd'hui, il y a des études qui sont faites et qui démontrent que dès l'instant où la mère porte son bébé en son sein, on a fait des études en Russie, mais également en Europe occidentale, où on se rend compte qu'on a fait des études sur les sensibilités des fœtus pour se rendre compte que la sensibilité linguistique se développe avant même notre naissance. Vous savez, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la liberté. Donc, tout au long du XVIIe siècle, tout au long du XVIIIe siècle, par des lois, par des décisions et ainsi de suite, là, le français le peuple québécois, canadien-français qui deviendra québécois, va de plus en plus s'identifier à cette langue-là, à cause des mesures, des lois et ainsi de suite qui auront été prises. Et très rapidement, nos ancêtres vont faire du combat linguistique le fer de lance de leur combat. C'est pour ça que c'est quelque chose auquel on est très attaché. Ça fait des siècles. Écoutez, encore, je dirais pas aujourd'hui même, parce que ça ne m'est pas arrivé, mais très régulièrement, encore aujourd'hui, moi je rencontre des gens qui viennent me saluer dans la rue pour dire je suis un fédéraliste, mais la défense du fait français tel que vous le menez, moi je vous appuie à 100% là-dedans. Quand j'avais marché Montréal-Québec en 1995, au mois de décembre, au mois de janvier d'ailleurs, je suis arrivé à Québec le 6 février, il faisait plus froid que moins 40 sur le bord du Saint-Laurent, Philippe Leclerc m'avait écrit une très belle lettre d'ailleurs. Et je peux vous dire une chose, je me rappelle à Trois-Rivières, Yves Rochelot, qui était député du Bloc par la suite, m'avait emmené manger dans un grand hôtel. Je n'oublierai jamais une dame avec un grand manteau de bison. Là. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens du Parti québécois qui étaient de cette classe-là. Je n'oublierai jamais. Elle s'est avancée de moi, elle m'avait dit, M. Réaume m'a dit, moi, je suis une fédéraliste libérale à outrance. Il m'a dit, pour la langue française, je suis avec vous à 300%. Donc, l'attachement à la langue dépasse les cadres des partis politiques. Et c'est pourquoi je n'ai jamais compris. Il dit à René Lévesque, ce que je vais vous dire là, une part dans son bureau, seul à seul. Comment ça se fait que nos chefs politiques hésitent tant à parler de la langue? Ils ont peur de parler de ça. On ne veut pas froisser, on ne veut pas déranger. Ce qu'on entend pour les accommodements raisonnables, c'est rien à comparer aux accommodements linguistiques qui nous ont tués depuis 100 ans. L'accommodement linguistique, là, nous autres, sur la Plaza Saint-Hubert, il y a 2 ans encore, je suis allé m'acheter des souliers. Puis j'ai vu le vendeur québécois, francophone, parler avec son patron québécois, francophone, en anglais. J'ai vu à l'hôtel de ville de Verdun des conseillers municipaux, canadiens-français, tous les deux, parler entre eux en anglais dans une séance du conseil municipal. J'ai vu 1000 fois, et vous aussi, on pouvait être 10 Canadiens-Français, 10 Québécois, puis il y avait un Anglais parmi nous, c'était fini, on parlait anglais. Puis s'il y en avait 6 Québécois qui ne comprenaient pas l'anglais, ben tant pis pour eux. L'accommodement raisonnable que l'on souligne actuellement du côté religieux découle de cet accommodement linguistique qui est ancré en nous. On est le seul peuple de la terre qui se fait piler ses pieds et qui s'excuse. Il faut le faire, j'ai vu ça. Puis là, c'est au sens propre ce que je vous dis. Remarquez dans le métro, dans l'autobus, si quelqu'un nous tasse, on va s'excuser, nous. Il y a comme une intériorisation, là, comme s'il y avait, c'est pas un mal d'être, c'est une absence d'être, une absance de volonté, comme si nous n'étions que tolérés, sans faire de bruit, sans déranger. Faisons juste penser aux proximités dans lesquelles on vient juste de passer. Voilà. Faites le tour des places, les magasins de la place Versailles, vous auriez dû On souffre d'autoflagellation. Oui, on dirait qu'on aime ça. Et nos chefs politiques, j'arrête là-dessus pour la petite pause, je vous le répète, une de mes plus grandes tristesses, c'est le silence de nos chefs politiques sur la question de la langue. J'ai dit à M. Lévesque, comme je vous le dis là, on était 2 dans son bureau, je n'oublierai jamais. D'ailleurs, il s'assoyait comme ça, lui, pour ne pas avoir à nous regarder en pleine face. Je vous le dis. On s'assoyait, puis il s'était placé comme ça. Il y avait son fauteuil était là, la table à café, on était très bien reçus. La table à café, il était là. Puis quand on arrivait, la première chose que la secrétaire disait, c'était de nous asseoir ici. Lui, il s'assoyait là, donc il pouvait regarder en pleine face, il pouvait regarder n'importe où, il n'était pas obligé de nous regarder. Et j'y ai dit, faites comme vous faisiez à Point de Mire. Prenez un tableau, allez à la télévision et expliquez pourquoi la loi 101 est nécessaire. Pourquoi il le faut. Mais, et je ne blâme pas plus qu'il faut, là. Je n'aurais peut-être pas fait mieux à sa place, c'est facile de parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une réticence
On y reviendra quand on parlera de la loi 101. Il l'a quand même laissé voter. S'il avait voulu, c'était lui le premier ministre. Quand le premier ministre ne veut pas dans notre système, ça passe pas. Donc, il l'a laissé voter. Et quand on salue le docteur Lorrain, que j'admire énormément, René Lévesque l'a laissé faire. On doit ça à Camille Lorrain, à Lise Payette, à Denis Lazure, à Jacques Parizeau, à Bernard Landry. Je tiens à les nommer, ces gens-là, parce qu'ils ont défendu la loi 101 au Conseil des ministres, devant les autres ministres qui étaient prêts à suivre M. Lévesque et à dire on va reculer, on n'ira pas aussi loin. Mais nous avions quand même de grands défenseurs comme ça. Donc on prend une petite pause, 8 minutes, et on reprend. Les documents sont là, franc-maçonnerie, l'ordre de Jacques Cartier. Si vous en avez besoin, vous me le dites. Je vous invite à regarder quelques livres. Au niveau de la langue, on est à peu près le seul pays au monde qui est né avec la langue française. Parce qu'en France, c'était, vous savez, les Gaulois, puis ensuite les Francs et tout ça. Nous, c'est français au départ. Et ça nous vient, d'où vient ce français? C'est en 1539. On parlait le François dans l'île de France. Et François Ier, le roi, déclare que dorénavant, le François est la langue officielle de toute la France. C'est par l'édit de Villiers-Cotterêts, cette ville-là. 1539. Mais comme Gilles l'a si bien dit, ça prend des générations et même des siècles à ce qu'aujourd'hui, il y a 200 quelques départements en France, par exemple 4 en Normandie. Il y avait à l'époque 50 provinces. Et vous parliez le normand en Normandie, le poitevin au Poitou, etc. Et les derniers, les têtes les plus dures, les Bretons, qui ont tenu des unilingues bretons jusqu'en 1960, ça a existé, vous voyez. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'il y a comme phénomène d'extraordinaire? C'est que dès le milieu et un petit peu après du XVIIe siècle, arrivent les filles du roi. Or, ce sont la majorité de pauvres orphelines instruites dans les couvents de France et elles savent écrire, lire, compter et évidemment les travaux ménagers. Et il y en a 951 qui viennent de 1663 à 1673. Et ces femmes-là sont à 80 quelque chose %, toutes nos ancêtres. On vient de là, donc on est ici au XVIIe siècle, le peuple le plus instruit. Nos gens savent lire et compter. Ce sont nos mères, nos aïeux, nos ancêtres. Et voilà pourquoi le gars qui venait de Normandie a épousé la fille du Poitou. Et ils se sont mis à parler. Il a fallu qu'ils parlent parce qu'il y avait différents dialectes. Il a fallu qu'ils uniforment. On connaît les formes. Alors, c'est donc arrivé, les femmes ont gagné, les femmes venaient de l'île de France. Donc, c'est comme ça qu'on a été les premiers à faire l'unité française. Ce n'est pas en France, c'est au Québec que ça s'est fait, au Canada français d'alors. Merci bien. C'est Marie qui est au bar qui me demande ceux qui veulent une consommation d'aller la voir tout de suite parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent et pour qu'elle soit prise. Parce qu'elle va fermer son comptoir. Ceux qui veulent une consommation en français. Très bien. On avait aussi une petite annonce, Daniel Gingras, il y a une vigile le 18 janvier à la mémoire des patriotes pendus au pied du courant. À quelle heure? Avec la coalition, ça va être annoncé. Très bien. La semaine prochaine, on donnera plus de détails, mais on vous l'indique tout de suite. Comme tous les ans, c'est Victor Charbonneau là, qui s'en est occupé longtemps. Le 18. Donc, langue française Québec, caractéristique définissante. Depuis la naissance, depuis le début, rares sont les États du monde qui ont un lien aussi intime et aussi tôt dans leur histoire avec une langue nationale. On l'a vu pour l'Espagne, on l'a vu pour l'Italie, on l'a vu pour la France, on l'a vu pour la Hollande. On pourrait nommer ainsi, je connais moins les pays de l'Est, mais on pourrait nommer ainsi des dizaines de pays. Le Québec, dès sa naissance, a un rapport très intime avec la langue française, qui va devenir notre langue nationale. Et ça explique l'attachement que nous y portons. Souvent, on tente de l'expliquer, c'est parce que dès que le Québec advient, dès qu'il sort du néant,
Il est français, il se veut français, et c'est l'État qui le fait ainsi. J'insiste là-dessus parce qu'on nous dira, quand le Dr Lorrain va faire sa loi 101, on va lui dire, voyons, jamais aucun pays ne s'occupe de questions linguistiques comme ça. C'était d'une fausseté absolue. Moi, j'ai fait un peu comme François-Xavier Gorneau, qui travaillait dans le bureau d'un juge anglais à Québec, puis qu'on lui a dit, il n'y a pas d'histoire chez les Canadiens français. Il est sorti du bureau, puis il dit, je vais l'écrire. Mais moi, quand j'ai entendu que jamais aucun pays dans le monde ne s'était occupé de questions linguistiques comme ça, j'ai décidé de faire une maîtrise là-dessus. J'ai fait ma maîtrise en philosophie sur les lois linguistiques du monde. J'ai étudié les constitutions de 140 pays, puis j'en ai sorti tous les articles qui créaient du droit linguistique, et j'ai découvert que non seulement il y en a d'autres, que la majorité des pays de la Terre ont dans leur constitution des articles qui s'occupent spécifiquement de la langue. Donc, au 17e, au 18e, déjà, la conscience linguistique, elle est là. On se définit comme ça, on se reconnaît comme ça. Nous sommes des parlants français. Au 19e siècle, le combat va encore prendre davantage de perspectives, davantage d'envergure. On le voit avec les patriotes, mais surtout, après 1867, c'est là que va apparaître une véritable conscience linguistique. C'est-à-dire que les générations de cette époque, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, vont mener le combat pour la langue. Et ce combat-là, il dépasse Esso, puis il dépasse Rogers, mais c'est toujours la même chose qui est. Quand les gens, dans les années 20, les années 30, se sont battus pour avoir du français sur les timbres, il n'y en avait pas. Ottawa répondait, les timbres sont pas assez gros, ça prendrait trop de place. Après ça, quand ils ont dit on veut du français sur les billets de dollars, il n'y en avait pas. Ils ont répondu, oh non, c'est pas bon, ça va affecter la valeur de l'argent. Donc, on a toujours trouvé des prétextes. Les avions. Les avions, la même chose, la sécurité, rappelez-vous les gens de l'air, les avions vont tomber. On nous sort toujours. D'ailleurs, il y a au Canada anglais, on va y revenir de façon plus élaborée lors d'une semaine en particulier, mais il y a au Canada anglais une francophobie historique, enracinée. C'est-à-dire qu'il y a toujours la crainte que les parlants français prennent le contrôle du pays. C'est une espèce de... C'est du domaine de la névrose. Hein. C'est quelque chose de très caractéristique. Mais on peut dire qu'après la Confédération de 1867, la conscience linguistique va se développer. Puis le 20e siècle sera le siècle du français. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est le siècle du français, c'est-à-dire que là, le nationalisme va apparaître. Ça n'existait pas comme tel avant. Vous savez, ceux qui ont fondé la nationalité, ce sont les patriotes. Et les premiers ont parlé de nation canadienne-française, de nationalité canadienne-française. L'adjectif national, quand Eugène Duvernay fonde la Société Saint-Jean-Baptiste en 1834, il va appeler ça une société nationale. Ça veut dire pour tout le monde. En principe, on n'a pas le droit de refuser personne. C'est une société nationale. Et la nation, ce qui la caractérise, c'est la langue, et c'était la religion. Même quand on regarde la Confédération de 1867, et qu'on voit pour les écoles catholiques, par exemple, et les écoles protestantes, parce qu'il n'y avait pas de provision, comme ils disent, entre guillemets, de nature linguistique, il y avait quand même, dans le catholicisme, c'était les francophones qui étaient catholiques. Il y avait très peu d'anglais catholiques. Il y en a eu par la suite, il y en a aujourd'hui beaucoup, mais il n'y en avait pas. Parce qu'en Angleterre, historiquement, le catholicisme était banni. Donc, c'est Henri Bourassa, et ça commence à la guerre des boers. Les gens disent toujours la guerre des boers, mais il faut dire boer, c'est un mot hollandais. O-E en hollandais, on prononce ça ou. Donc, la guerre des boers, ça veut dire la guerre des fermiers. Les boers en hollandais, c'est des fermiers, des habitants. Qu'est-ce qu'on fait? L'Angleterre entre en guerre, on a découvert des mines de diamants là-bas. C'est là que seront mis sur pied les premiers camps de concentration. C'est pas Hitler qui va les inventer, c'est les Anglais en Afrique du Sud en 1899 et en 1900. Donc l'Angleterre va entrer en guerre et le Canada va entrer automatiquement en guerre. C'est au nom de l'impérialisme. Et en opposition à cela, c'est Henri Bourassa qui va développer une nouvelle philosophie politique qui est le nationalisme.
il va appeler ça le nationalisme canadien. Trudeau, d'ailleurs, vous savez, Trudeau, je ne peux pas revenir là-dessus, là, mais Trudeau, dans ses premières années, était très nationaliste, hein? Indépendantiste, séparatiste, membre de l'Ordre des Frères-Chasseurs, société secrète canadienne-française vouée à l'instauration de l'indépendance du Québec. Trudeau est membre de ça. Trudeau va signer avec son sang un serment dans lequel il va combattre jusqu'à la mort pour que les Canadiens français deviennent un pays indépendant séparé du Canada. Il va changer d'opinion au milieu des années 40, lorsqu'il va faire ses études en Angleterre. Mais jusqu'à la fin de la guerre, et c'est pour ça que pendant toute la guerre, il est pour Franco, il est pour Mussolini, il n'est pas contre Hitler. Pas rien ce que je vous dis là. C'est la vérité, c'est prouvé. Il y a 2 biographies qui viennent de sortir qui le révèlent, faites par des amis de Trudeau. C'est-à-dire des amis politiques, attendons-nous, ils ont été estomaqués lorsqu'ils ont vu ça. Donc, Henri Bourassa, petit-fils de Papineau, fils de Napoléon Bourassa, qui était président de la Saint-Baptiste, qui a fait la petite chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. C'est un architecte, un peintre de très grand niveau, au coin de Saint-Denis et Sainte-Catherine, à côté de l'Université du Québec. Donc, le fils de Napoléon, Henri, qui va être député de la Belle, eh bien, lui va créer, avec Oliver Asselin et Jules Fournier, un nouveau mouvement politique qu'on va appeler le mouvement nationaliste. Et une des caractéristiques de ce mouvement-là, c'est la défense du fait français. Et c'est pourquoi je vous dis le 20e siècle va être le siècle du français, en ce sens que ce qu'on appelle l'action nationale aujourd'hui, qui s'appelait au début la Ligue des droits du français, fondée par le père Papin Archambault et le père Charlevoix, qui fondera le droit, qui s'en ira du côté d'Ottawa par la suite, mais qui au début était là à la fondation de l'action nationale, eh bien, tout de suite, c'est la Ligue des droits du français. On reconnaît dès le début du 20e siècle un combat pour le français. Et là, on va encourager les Québécois, les Canadiens français du Québec, à lutter pour leur langue. Parce qu'oubliez pas que la langue était humiliée constamment. Ceux qui sont nés après la loi 101 n'ont aucune idée de ce qui se passait ici. Moi, je suis né avant la loi 101, très peu d'années avant, peut-être une vingtaine d'années, il faudrait que je compte. En 51, je suis né. Mais je me souviens très bien, moi, que mon père, et mes oncles, mes grands-oncles, eh bien, ça travaillait tout en anglais, ce monde-là. Et les francophones qui étaient bilingues étaient inférieurs à un anglophone unilingue. Le fameux Speak White de Michel Lalonde, c'est pas une figure de style, c'était quelque chose de réel. Moi, je viens de Verdun, moi. On se le faisait dire, Speak White. C'était quelque chose de quotidien. Donc, la défense de la langue nous a donc été inculquée très rapidement et très fortement, et notamment tout au long du 20e siècle. Il faudra attendre 1970 avant que des droits nous soient vraiment reconnus. C'est Robert Bourassa, avec la loi 22, qui va reconnaître le français comme langue officielle. Sauf qu'il reconnaissait l'anglais comme langue officielle 26 fois dans la même loi. Mais l'article 1er disait la loi 22 reconnaît que la langue française est la langue officielle du Québec. M. Angile y avait répondu dans un beau texte, un beau mémoire, qu'on a encore à la Société Saint-Jean-Baptiste. Oui, mais selon la loi 22, la langue française est la langue officielle du Québec, mais elle n'est pas la seule langue officielle du Québec. Donc il faudra attendre le docteur Lorrain. Mais on peut dire que le combat linguistique, c'est toujours ce qui a porté notre combat national. C'est ce qui nous rassemble le plus. Le point commun des francophones du Québec, c'est la défense de leur langue. Si nous mettions davantage d'insistance sur ce point-là, nous rallierions plus de gens. Quand j'ai commencé à vous dire tout à l'heure que Stéphane Dion connaît très bien notre peuple, mieux que nous tous ensemble, additionnés et multipliés, c'est un scientifique, il a fait faire toutes les études possibles et imaginables, il les a examinées attentivement. Il sait une chose, il y a plus de 300 sondages qui prouvent que si les Québécois de langue française, on leur démontrait que l'indépendance est la meilleure façon d'assurer la survie et l'épanouissement du français, ils répondraient oui à 88%. Ça, c'est prouvé, c'est scientifique par 300 sondages. Comment se fait-il, je le répète, comment se fait-il qu'on ne le dit pas? Comment se fait-il qu'on est incapable d'insister sur la question linguistique? Je l'ai dit à M. Bouchard, je l'ai dit à M. Parizeau, je l'ai dit à M. Lévesque, puis je ne suis pas mieux qu'un autre, là, je l'ai dit, et sans doute beaucoup d'autres l'ont dit. Mais on dirait que nos chefs
ont comme une réticence à parler de la langue. Oui, M. Laudet, notre cher Breton, le plus québécois des Bretons. Moi, je voudrais qu'on commence à appeler le sieur Dion le père Fouettard. Le père Fouettard, parce que lui, il va nous fouetter. Les coups vont arriver à ces trucs qu'on ne sait même pas d'où c'est que ça vient. Mais on devrait commencer à l'appeler le père Fouettard. Le père Fouettard, le père Fouettard, le père Fouettard, le père Fouettard. Pour nos amis qui ne savent pas qui c'est le père Fouettard, dans les légendes européennes, ici, ça ne s'est pas transmis beaucoup. Il y avait le Père Noël, Santa Claus, mais il est accompagné du Père Fouettard. Le Père Fouettard punissait les enfants. Oui, Saint-Nicolas. Santa Claus, c'est la traduction allemande de Saint-Nicolas. Santa Claus, ça veut dire Saint-Nicolas. Donc Santa Claus, Saint-Nicolas, est accompagné du Père Fouettard, qui lui punissait les enfants qui n'avaient pas été obéissants. Donc quand on parle du Père Fouettard, c'est quelqu'un qui punit, c'est quelqu'un qui est dur. Oui, Sylvie. Mais, pour revenir à ce que tu disais avant, c'est que tu parles du français, que c'est ça qui est finalement la pierre d'achoppement probablement de la réalisation de l'indépendance. Avec le mouvement Montréal français actuellement, est-ce qu'on a des possibilités que ça grossisse, que ça devienne plus, ou c'est un petit mouvement qui moins élevé? Ben, je pense que tous les efforts qui sont faits méritent d'être soulignés. C'est excellent. C'est excellent. Il faut, par tous les moyens possibles, réunir, faire des activités et ainsi de suite. Je pense qu'on devrait aussi reprendre quelques bonnes idées du mouvement Québec français, qui avait été lancé par M. Anger, mais qui réunissait les Saint-Jean-Baptiste du Québec, mais la CSN, la FTQ, la CEQ, l'Union des producteurs agricoles, l'Association des professeurs de français, l'Association des professeurs d'histoire, les chambres de commerce du Québec. Donc, le mouvement Montréal français, c'est excellent, il faut applaudir à cela. Il faut redoubler cela, à mon avis, avec un vaste mouvement qui regroupe toutes les centrales syndicales et refaire ce que M. Anger avait fait avec Guy Boutillier par la suite, c'est-à-dire de réunir tous les corps constitués, et c'est ce qui a pavé le chemin à la loi 101. Le docteur Lorrain a dit qu'il n'y aurait jamais eu de loi 101 sans le mouvement Québec français. Parce que le mouvement Québec français et le mouvement Montréal français est excellent. Il réunit des individus et c'est fameux. Il faut doubler ça et renforcer ça. Et je dirais d'une certaine façon, se servir de ça pour sortir de Montréal. Pour gagner l'indépendance, nous avons besoin de Montréal, mais nous avons besoin de l'ensemble du Québec. C'est une question québécoise, la question de la langue. Et si j'avais une suggestion à faire pour renforcer Montréal français, il faut dire, dès le premier article, que seule l'indépendance du Québec permettra l'épanouissement du fait français. Et ça, pour le moment, on n'est pas encore rendu là, mais c'est ce qu'il faut faire le plus rapidement possible. Il faut rendre évident que sans l'indépendance, nous perdons notre temps. Ce ne sont pas du français sur des noms de rue qu'on a besoin, ce n'est pas du français sur des menus. Ce que nous avons besoin, c'est l'indépendance. Moi, c'est Rosaire Morin et François Béranger qui m'ont fait comprendre ça. M. Morin, lui, il refusait de signer les pétitions pour le français. C'était un homme, M. Morin, là. C'était le grand chef de l'ordre de Jacques-Cartier au Québec. Puis un des premiers indépendantistes qu'on a eu. Il refusait. Il dit, donnez-moi une pétition pour l'indépendance, je vais la signer. Pas pour mettre du français à sa affiche. C'est l'indépendance. Une fois que nous sommes un pays indépendant, les écoles anglaises vont mourir l'une après l'autre, tranquillement, sans que nous ayons rien à faire. C'est le souffle du français qui va. Donc, c'est excellent, le mouvement Montréal français. Il faut doubler ça, puis il faut renforcer ça. Il faut y ajouter un caractère politique. Il faut sortir ça de Montréal. Il faut surtout également aller chercher tous les groupes, je dirais, comme les centrales syndicales, mais ça pourrait être autre chose aussi, mais dont les centrales syndicales qui ont déjà un passé extrêmement important dans ce sens-là. Oui? Juste un instant, Maurice. Madame, on va finir par quelques questions. Vous pouvez peut-être convaincre M. André Boisclair et les jeunes qui pensent que le français, c'est pas important. Ah, il faudrait effectivement, je pense, quand j'ai dit tout à l'heure que nos chefs politiques manquent, hélas, de sensibilité linguistique, il faut le faire. Ça, tout à fait, je pense que le Parti québécois, à qui nous devons la loi 101, mais à qui nous devons également la loi 86, qui a amendé 96 fois la loi 101 en l'affaiblissant.
Mais il faudrait sensibiliser la direction du Parti québécois et les membres du Parti québécois qui pensent comme nous là-dessus. Mais il faudrait les sensibiliser davantage et leur dire, sans une insistance sur la lutte pour le français, nous ne réussirons jamais. Le seul point commun des Québécois, c'est sur la langue. Sur tous les autres points, nous sommes divisés. Quand le général de Gaulle disait « Essayez de devenir un pays comme la France où il y a 500 sortes de fromages », eh bien, nous autres ici, il y a à peu près, il y a 3000 clubs de hockey, donc il y a moyen de se diviser de bien des façons, mais vous avez raison, il faut insister sur la langue. Oui, Gérard? Les commentaires du PQ et des autres qui... Dans ta nation. Dans la nation, dans le Parti libéral, pas de la... Ah? C'est tous les partis qu'il faut rejoindre. Oui, Maurice? Lorsque nous écrivons, soyons certains que notre adresse de retour, vous avez marqué Montréal, métropole francophone des Amériques. Chaque fois que vous écrivez, et ça va partir, même en France, partout. Pas francophone, française. Ou française, ou oui, métropole française. Soyons certains que nous le mettons et faisons même des tampons. Les étampes, oui, les tampons. Quelque chose, mais il faut que ça se sache partout. Oui, Daniel. Moi, je me demande s'il n'y aurait pas lieu aussi de commencer à exiger que les provinces de l'Ouest, les provinces dans l'Est, se francisent, commencent à ouvrir des écoles en français, qui ouvrent des hôpitaux en français, et qu'on exige ça pour qu'on puisse avoir un pouvoir de négociation. Parce que si éventuellement ils ne sont pas capables de le faire dans le cadre fédéral, parce qu'ils ne veulent pas, c'est eux qui vont avoir la parce qu'il faut la demander. Oui, oui. J'ai aussi la question de laïcité et de religion. Est-ce qu'on peut avoir un pays qui prend en considération certains facteurs et nos racines, nous sommes catholiques. Alors, oui, il y a la langue française qui nous unit, mais il y a aussi nos racines catholiques qui ont fait de nous un peuple accueillant, qui a fait de nous un peuple où on peut se retrouver dans une même ville avec des synagogues, des mosquées, vivre en harmonie avec les temples bouddhistes ici, et vivre en harmonie. Mais si les considérations de la laïcité ou la religion dans les considérations, il faudrait peut-être prendre la défense de nos racines, parce qu'en enlevant les crucifix dans nos écoles, en enlevant la foi et l'espoir à nos enfants, ils sont plus facilement manipulés. Et maintenant, on laisse rentrer les kirpans dans nos écoles, on laisse rentrer d'autres signes religieux, le plan hybride prend la défense des Juifs, les musulmans sont organisés pour prendre leur défense, et qui est-ce qui prend la défense de nous catholiques? Personne. La majorité, c'est évident que l'aspect... Oui. Vous avez demandé à Jean Marion qui prend la défense des catholiques. Donc, en conclusion, après que toutes ces belles et bonnes choses eurent été dites, l'essentiel de ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que le caractère français fait partie de ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle l'essence, c'est-à-dire ça fait partie de la définition de ce qu'est le Québec. Le Québec est français par essence, il est français par définition, il est français dans sa désignation même. Et ce, comme notre ami Yves l'a souligné, depuis toujours. Il en a toujours été ainsi. Et c'est pourquoi on ne doit pas être timide face à cette question-là. Donc, la semaine prochaine, même heure, même poste, oui, même heure, même poste, la semaine prochaine, nous verrons la langue et la Société Saint-Jean-Baptiste. Je vais vous démontrer comment est-ce que la Société Saint-Jean-Baptiste a toujours été le fer de lance de la revendication linguistique. Quelquefois, elle le fut moins. Je vous parlerai des programmes de la fête nationale des années 30 en anglais. Beaucoup d'anglais, un peu de français. Puis plus ça va aller, plus de français, moins d'anglais. Oui, Paul-André et ensuite Yvon. Je demanderais qu'on applaudisse M. Réaume, mais qu'on s'applaudisse, nous, c'est la première fois qu'on a 24. Ah ben bravo tout le monde.